Il y a quelques mois, nous avions partagé un article très important du docteur Philippe Guillemant, ingénieur et chercheur physicien au CNRS, spécialisé en intelligence artificielle. Récemment, le docteur Guillemant a donné une interview sur la chaîne YouTube Bas les masques. Dans cette vidéo, le docteur Guillemant explique comment la crise sanitaire a accéléré certains bouleversements sociétaux et comment elle a permis de faire accepter à une partie des populations le concept d'identité numérique. Certains points soulevés par le docteur Guillemant sont particulièrement importants pour comprendre les évolutions sociétales en cours et l'émergence de cette fameuse 4e révolution industrielle. Selon le docteur Guillemant, le progrès technologique n'est jamais un processus soudain et brutal. Il s'agit plutôt d'un escalier progressif où les découvertes scientifiques et les innovations technologiques mettent toujours un certain temps pour se développer, puis pour se démocratiser. Il y a des grandes avancées, puis il y a de petits paliers qui se développent à l'intérieur de telle ou telle avancée technologique majeure dans tel ou tel secteur. N'empêche que j'ai quand même le devoir, en tant qu'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle, qui pourrait même développer ce genre de technologie, d'autant plus que je précise au passage que je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui concerne l'identification numérique. Donc l'identification numérique, à partir de signaux complexes, d'images ou de n'importe quoi, c'est quelque chose que je connais très bien. Et donc je voyais gros comme une maison, si on peut dire, les différentes phases par lesquelles il est nécessaire, je ne parle pas de complot, hein, je parle de quelque chose de naturel. À partir du moment où vous commencez à accepter que votre identité numérique se retrouve sur un cloud parce qu'on a besoin de contrôler si vous êtes sanitairement compatible avec le fait de pénétrer dans certains lieux, ça finit par se transformer en un traçage numérique qui sera vite exploité par le grand marché des objets connectés, parce que le grand marché des objets connectés, il a besoin de ça pour pouvoir exister. Hein. Si on n'identifie pas numériquement une personne à chaque fois qu'elle passe à côté d'un objet connecté, les objets connectés, ils serviront à rien. Or ça, c'est un marché encore plus important, 10 à 20 fois plus important que le marché de la vaccination. C'est la raison pour laquelle ça intéresse Bill Gates et Mark Zuckerberg. Selon lui, nous sommes déjà dans une situation où toute la technologie pour mettre en place la fameuse 4e révolution industrielle est déjà présente, déjà active et déjà suffisamment développée, qu'il s'agisse de l'identité numérique, du traçage des populations ou du transhumanisme. Mais le mouvement il est clair pour un ingénieur comme moi, le mouvement il est clair, le problème c'est qu'après, si vous voulez, chaque technique ayant un défaut, il va falloir résoudre ce défaut par une nouvelle technique plus élaborée, et donc petit à petit, le QR code sera remplacé par l'objet que l'on porte sur soi. L'objet que l'on porte sur soi sera remplacé par un objet qui vous colle à la peau, si je puis dire. Et ça se terminera par la puce, la puce interne. Et bon, voilà. Et après, on est dans le transhumanisme. On entre automatiquement dans le transhumanisme. Et donc, si vous voulez, moi, je vois, mais de façon évidente, parce qu'en fait, si vous voulez, les technologies qui nous permettent d'aboutir à ça, d'abord, elles sont déjà là. Ensuite, elles sont très diversifiées, elles sont complexes. C'est même des technologies différentes, mais il y en a tellement qu'il va y avoir plein de stades intermédiaires qui font qu'on ne va pas voir la grosse marche. Il y aura plus... La seule grosse marche qui existe, c'est au début. Est-ce qu'on accepte l'identité numérique ou pas? Si on accepte l'identité numérique, c'est-à-dire que si on accepte de porter sur soi le moyen de nous identifier numériquement, après ça, il n'y a plus que des petites marches. C'est-à-dire complètement... On ne va jamais se rendre compte du danger, d'accord? Si on ne s'est pas rendu compte du danger au départ, on ne s'en rendra pas compte ensuite. Parce que les logiciels qui vont en plus développer tout un tas de moyens d'identifier votre comportement, ils ne vont pas apparaître tout de suite. Mais par contre, vous aurez accepté toutes les conditions pour qu'ils fonctionnent. Donc, vous ne pourrez pas imaginer que vous êtes en train de tomber dans un piège. D'accord? Parce qu'ils ne vont pas exister au départ, ces logiciels. Parce que pour que les ingénieurs les développent, il faut qu'ils aient en main la technologie. Là, je pense à moi en train d'essayer de développer un truc.
faut qu'ils aient en main la technologie. Donc, il faut d'abord qu'ils aient en main la technologie, et ça, il y a une myriade de possibilités de le faire et de passer ces différentes étapes. Lorsqu'ils auront en main la technologie, on ne va pas avoir de problème, puisque les applications aliénantes ne vont pas surgir tout de suite. Simplement, quand elles vont arriver, ce sera trop tard, parce qu'on aura accepté la technologie sous-jacente, et donc on sera pris dans un piège. Et pour ne pas être pris dans un piège, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de refuser l'identité numérique. Pour le docteur Guillemant, il ne s'agit donc pas d'un complot, mais plutôt d'un processus naturel. Année après année, en fonction de divers événements, comme notamment la crise du Covid et la campagne de vaccination, on normalise le fait de posséder une identité numérique qui va nous permettre d'accéder ou non à certains biens ou à certains services dans la société, comme des accès à certains lieux ou à certains événements culturels. Le marché des objets connectés, qu'on appelle l'Internet of Things, est en pleine expansion et représente des enjeux bien plus importants que ceux du marché de la vaccination lui-même. Selon le docteur Guillemant, le traçage des téléphones portables, par exemple, au moyen du signal GPS et des triangulations, reste pour l'instant relativement limité et imprécis. Mais cette technologie se développera considérablement à partir de la généralisation du réseau 5G. Selon le docteur Guillemant, même si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu, on se dirigeait quand même, malgré tout, vers cette démocratisation de l'identité numérique à moyen terme. Cette démocratisation se réalise déjà, à vrai dire, depuis de nombreuses années, par exemple avec la généralisation des achats par carte de crédit, notamment par le sans-contact, ou par le e-commerce, ou par les titres de transport numérique avec identification par QR code. Selon lui, cette démocratisation se poursuivra notamment dans le cadre de la diffusion de la monnaie numérique voulue par un certain nombre de banques centrales à travers le monde. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu le Covid, etc., on allait naturellement vers tout ça, en un temps un peu plus long. C'est-à-dire que les objets connectés, le grand marché des objets connectés, c'est quelque chose qui est prévu depuis de longues années, qui a du mal à démarrer d'ailleurs, mais c'est tout à fait naturel. Il y a aussi une autre raison pour passer au traçage numérique, c'est la monnaie numérique qui a besoin d'une identification numérique forte. À l'heure actuelle, quand vous achetez quelque chose... Selon le docteur Guillemant, il y a donc un risque que, faute de barrières morales vis-à-vis de l'application de ces nouvelles technologies, eh bien, la société ne se laisse entraîner petit à petit de la banalisation de l'identification numérique systémique jusqu'à l'adoption progressive pure et simple du transhumanisme. Selon Guillemant, il y a également un risque qui est lié à une partie du monde scientifique lui-même, c'est-à-dire des personnes impliquées dans le développement de ces nouvelles technologies. Selon lui, dans ces milieux, en partie du moins, on ne considère plus le corps comme étant autre chose qu'une simple machine biologique, tout ceci au détriment de la dimension spirituelle de l'homme et donc de l'âme humaine. Cette menace transhumaniste découle donc en partie de la redéfinition progressive de ce qu'est l'être humain par une partie du courant de la philosophie contemporaine. Selon le docteur Guillemant, le seul pas qui n'a pas encore été vraiment franchi, c'est celui de la volonté politique d'imposer ces choses aux populations. Malgré ce contexte difficile, eh bien, le docteur Guillemant reste optimiste et estime que le futur dystopique de l'identité numérique généralisée et du transhumanisme n'est pas forcément une fatalité. Il estime en effet que la crise du Covid a paradoxalement permis à beaucoup de personnes à travers le monde de se rendre compte des potentiels dangers de ces technologies et des volontés officielles et publiques de certaines personnalités mondialistes d'imposer le fameux Great Reset. Puisqu'ils considèrent que ce transhumanisme vers lequel on va, c'est quelque chose qui est bien dans leur vision à eux, c'est pas des personnes qui pensent que l'âme existe, c'est pas des personnes qui pensent que l'humain est une unité différente d'une machine biologique, donc ils ne vont pas voir que quoi que ce soit de mauvais là-dedans, parce qu'ils sont pris dans un paradigme matérialiste qui fait qu'ils ne voient pas de soucis sous-jacents au fait d'accepter une entité numérique. Pour eux, ça leur paraît naturel. Mais pour moi, qui suis un physicien qui a compris que la conscience est autre chose que le cerveau, qui a compris que
on ne vit pas dans une réalité qui est telle qu'on nous le dépeint dans le paradigme actuel et qu'on est en plein changement de paradigme, etc. Je ne peux pas m'empêcher d'interpréter la crise actuelle comme étant le fait que, attention, on ne va plus vers ce futur transhumaniste, mais on va vers un nouveau futur où justement l'humain va prendre conscience de la véritable nature de la réalité et de l'humain, de l'existence de l'âme, de l'existence de plein d'autres choses dont j'ose même pas vous parler. Et j'interprète ainsi la crise comme étant une résistance de l'ancien futur qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça que c'est un mouvement accéléré et que finalement il y a une mise en lumière d'un programme qui, sans cela, serait arrivé naturellement sans qu'on le détecte. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous décrire, c'était un mouvement tout à fait naturel contre lequel il n'y aurait pas eu d'opposition. Sauf que depuis que le virus est arrivé, finalement, tout le monde s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de volonté mondialiste de nous emmener vers un Great Reset qui va être ensuite suivi du transhumanisme. Ça, c'est pas du complotisme, ce sont les livres de Klaus Schwab, le patron. En ce qui nous concerne, nous sommes en grande partie d'accord avec le Dr Guillemant sur les dangers de la généralisation de l'identification numérique. Certes, il est vrai que les États ont un pouvoir régalien et souverain qui leur permet légitimement de contrôler et de vérifier l'identité des individus présents ou voulant entrer sur leur territoire. C'est la raison d'être, par exemple, de la carte d'identité, qui permet de vérifier l'identité d'une personne, mais qui permet également aux citoyens d'avoir le droit ou pas d'accéder à certains services publics. De la même façon, autre exemple, il est relativement normal que les véhicules soient équipés de plaques d'immatriculation. Toutefois, nous voyons bien que depuis 2 ans, certaines voix puissantes du mondialisme ne cachent plus du tout leur désir de voir se mettre en place une société où l'identité numérique deviendrait la norme. Natural evolution of the way that we're going to use technology in any event to transact daily life. And this COVID crisis gives an additional reason for doing that. Because, look, I could be wrong about this, but when I look at, for example, how you restart some businesses, how you restart international travel, I think people's disease status, for example, have they been tested? What is the result of that test? Have they had the disease? Do they have the disease? I think unless you're able to record some of this data in a way that people can use, it's going to be difficult to go back to anything like a near normal in things like transport. So if you're going to start international travel again, how do you do that unless people can be easily tested and have some record of that test? Le problème avec cette tendance, c'est qu'elle peut poser de graves menaces contre les libertés individuelles les plus élémentaires. De plus, avec l'affaiblissement de la morale publique, avec la perte croissante de la souveraineté des États, notamment en Europe, notamment la France, il y a également un risque de voir émerger une société dans laquelle l'Internet des objets connectés deviendrait le monopole de grandes corporations privées. Je vous renvoie à ce sujet au fameux documentaire « Réflexions sur le futur » qui parle beaucoup de ces choses-là. Nous pourrions compléter le propos du Dr Guillemant en rappelant encore une fois que les technologies de l'identification numérique existent déjà et sont déjà en place depuis un certain nombre d'années, du moins dans un certain nombre d'applications, de pratiques et d'objets de la vie de tous les jours. La plus commune de ces applications est sans doute la carte à puce, inventée d'ailleurs en 1975 par le français Roland Moreno. Celle-ci a été intégrée à un grand nombre d'objets du quotidien, badges d'accès, carte d'assurance maladie, carte SIM, carte bancaire ou encore titre de transport. Au cours des années 2000, ces 3 dernières applications, carte SIM, carte bancaire et titre de transport, se sont réellement démocratisées à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, presque tout le monde possède un smartphone équipé d'une carte SIM, ainsi que d'une ou plusieurs cartes bancaires, lesquelles sont également munies d'un système NFC, qu'on appelle plus couramment le sans contact. La plupart des gens dans les grandes villes possèdent en plus de cela une carte de transport qui fonctionne exactement sur le même principe et avec la même technologie.
Ainsi, avec le développement quasiment universel de la téléphonie mobile, du e-commerce et du paiement par carte bancaire depuis une vingtaine d'années, on peut affirmer tranquillement avec nos amis de Radio Regina que d'une certaine manière, nous sommes tous déjà tracés. Si votre carte SIM, votre carte bancaire ou votre titre de transport est à votre nom, il est alors possible pour les sociétés qui gèrent ces services de connaître vos appels téléphoniques, les sites que vous visitez, vos achats en ligne, vos achats en magasin, vos transactions bancaires, ou même les trajets que vous effectuez chaque jour. De plus, nous utilisons tous l'Internet de façon quotidienne, que ce soit avec un smartphone ou avec un ordinateur. En particulier depuis l'ère de l'Internet 2.0, c'est-à-dire l'apparition et la popularisation des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube et autres, à partir de la fin des années 2000. Que ce soit par l'utilisation des réseaux sociaux ou par le data mining, là aussi, nous acceptons au moins de façon tacite l'identification numérique et le traçage de nos données et de nos activités en ligne. Nous sommes actuellement en passe et nous sommes déjà entrés, à vrai dire, dans l'ère de l'Internet 3.0, c'est-à-dire l'Internet of Things et l'Internet of Money. L'Internet of Things étant l'Internet des objets connectés, l'Internet of Money étant l'Internet des monnaies numériques. Cependant, il est vrai que pour le moment, rien ne nous oblige à utiliser ces technologies, du moins en ce qui concerne la téléphonie, l'Internet ou les achats en ligne. En France, il n'existe pas de loi qui oblige les citoyens à posséder un smartphone, une carte SIM ou une carte bancaire. Par contre, en Chine par exemple, l'identification numérique, le traçage des populations, le système de notation sociale et l'utilisation de l'intelligence artificielle appliquée à la surveillance permanente de la voie publique sont déjà des réalités terrifiantes qui semblent d'ailleurs inspirer de plus en plus l'élite politique occidentale. Nous ne sommes plus très loin du collectivisme intégral appliqué à la société néolibérale. Dans certains pays de l'Union européenne, comme l'Estonie, il existe déjà des cartes d'identité digitales qui se présentent sous la forme de cartes à puce. Plus récemment, la Commission européenne a annoncé le lancement d'un projet d'identification numérique dans toute l'Union européenne. Il s'agit en somme de reproduire le modèle estonien en obligeant les citoyens européens à adopter un portefeuille électronique qui regroupera carte d'identité, documents officiels et moyens de paiement. Mais d'une certaine façon, l'identification numérique ainsi que le traçage est techniquement déjà possible, aussi bien pour les pouvoirs publics que par les entités privées, à partir du data mining et des traces numériques que nous laissons tous les jours sur nos smartphones, sur les sites internet, sur les applications et sur les réseaux sociaux que nous utilisons. D'un autre côté, ces technologies ont intégré notre quotidien à tel point qu'on pourrait difficilement s'en passer. Dès lors, on peut se demander légitimement si nous ne sommes pas nous-mêmes les complices de notre propre mise en esclavage et de notre soumission au carcan de l'identité numérique et du traçage généralisé. Fort heureusement, il existe de nombreuses solutions pour apprendre à profiter de toutes ces technologies sans forcément sacrifier notre vie privée, nos données et notre identité personnelle. Vous pouvez découvrir ces solutions pour échapper au data mining, mais aussi à la surveillance des GAFAM, du système bancaire et des gouvernements en suivant notre chaîne YouTube ou en vous rendant sur notre blog Hazel FinTech. Vous pouvez également vous rendre sur notre boutique pour acheter notre guide de défense numérique ou pour acheter l'un de nos smartphones ultra sécurisés de façon totalement anonyme.